Tip & Shaft Connect est de retour. La prochaine édition du rendez-vous Business et Impact de la voile de compétition organisée par Tip & Shaft se déroulera le mardi 28 mars au Média Campus de Nantes. Si vous voulez bénéficier du tarif Early Bird à 99 € hors taxe au lieu de 119 €, ne tardez pas puisque vous avez jusqu'à ce mardi 28 février à minuit pour en profiter. Tarif Early Bird qui s'applique également aux packs agences et annonceurs. Pour tout savoir sur ce Tip & Shaft Connect, rendez-vous sur le site de Tip & Shaft et cliquez sur l'onglet Connect. Toute l'équipe de Tip & Shaft sera très heureuse de vous accueillir le mardi 28 mars à Nantes. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéo à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 108e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 28 février, il est exactement 9h et nous allons parler aujourd'hui d'IMOCA avec nos 2 invités qui vont évoquer leurs projets respectifs. Le premier dirige l'équipe Terre Racing qui, en plus de celui de Thomas Ruyant, chapeautera à partir de cette année et en vue du Vendée Globe 2024, le projet de Sam Goodchild actuellement sur The Ocean Race. Le second, excusez-moi, je ne l'ai pas présenté, c'est Thomas Gaverio qui est chez lui à Lorient. Salut Thomas. Bonjour Axel. Le second est suisse, il compte déjà 2 Vendée Globe à son actif alors qu'il vient tout juste, je crois que c'était avant-hier, de fêter ses 30 ans. Il navigue depuis l'année dernière sur un IMOCA de génération 2020, à savoir l'ancien Hugo Boss d'Alex Thompson. Il est actuellement du côté des Vosges, sous la neige, je ne sais pas s'il neige en ce moment, au Jet. Il s'agit d'Alan Roura. Salut Alan. Salut. Et très bon anniversaire, puisque, comme je le disais, tu viens de fêter tes 30 ans. Merci. Messieurs, avant de revenir sur vos projets respectifs, évoquons, si vous voulez bien, l'actualité immédiate, à savoir The Ocean Race, dont la 3e longue étape s'était lancée dimanche du Cap à destination d'Itajaí, au Brésil, soit 12 750 milles. Est-ce que l'un comme l'autre, vous suivez la course de près ou de loin ? On va peut-être commencer par toi, Alan. Oh bah oui, c'est sûr que c'est très intéressant de voir les écarts de performance des bateaux, les choix de voile, et puis on voit qu'au final les bateaux sont très similaires dans leur vitesse, du moins quand ils franchissent la ligne d'arrivée à la fin, ça se compte en quelques minutes, donc c'est vraiment super intéressant à suivre. Alors là, le départ a été un petit peu chamboulé, on va dire, sur cette étape-là, sur la 3e étape de The Ocean Race, liée à 2 avaries sur 2 bateaux, donc Biotherm et Eleven Tower. Mais bon, ils sont repartis très rapidement. Et puis voilà, dans le sud, la course, elle est jamais jouée. Il peut se passer tellement de choses, donc ça va être vraiment une étape très très intéressante à suivre là. Thomas, de votre côté, chez TR Racing, est-ce que vous suivez de près cette course ? Est-ce que vous prenez des notes ? Vous essayez de récolter des datas ? Comment quand on est une équipe qui sera concurrente de certaines qui sont actuellement sur l'eau, on suit une telle course ? On la suit de près, évidemment, déjà parce que Sam est à bord de l'Ultime avec Kevin Escoffier, et d'autre part parce que c'est une course qui se court en IMOCA, que la plupart des bateaux qui participent actuellement sont des concurrents sur le Vendée, donc on suit ça avec beaucoup d'attention. Alan, toi, tu as un partenaire suisse, tu as un projet assez international, un partenaire suisse qui est Hublot, qui est en plus une marque vraiment internationale. Est-ce qu'il y a un moment, il y a eu l'hypothèse au sein de votre équipe de participer à The Ocean Race ou ça n'a jamais été au programme pour toi ? Ouais, on l'a mis au programme en fait en montant le projet. Nous, on a vraiment étudié le sujet vraiment profondément, mais par contre,
C'était financièrement, c'était pas jouable là cette année, surtout qu'on est toujours un peu à la recherche de financement là pour le projet. Et puis c'était trop jeune, c'était un peu trop précipité pour faire un projet. Parce qu'à mon goût, on n'avait pas le temps de mettre toutes nos chances de notre côté avec un bateau qui a pas évolué depuis sa naissance. Enfin, il y avait quand même pas mal de choses à faire. Et donc on a préféré ne pas prendre le départ pour plein de raisons et pourquoi pas sur la prochaine édition. En tout cas, on y réfléchit, ouais. Ouais, est-ce que justement, tu as été à Alicante au départ, toi? Tu as été humé un peu l'air de The Ocean Race? Non, alors pas on n'est pas descendu avec l'équipe parce que l'idée c'était vraiment avec l'équipe et navigants d'aller voir un peu ce départ, mais dans le timing ça jouait pas et puis on s'était dit qu'aller à Alicante pour aller juste voir des bateaux partir, ça faisait un peu beaucoup de trajets et donc on est resté sur l'Orient, mais on a échangé toute l'année en fait avec l'équipe de The Ocean Race, avec certaines équipes aussi qui naviguent actuellement, donc voilà, on s'était bien imprégné du sujet sans avoir besoin d'aller voir les bateaux. Et de votre côté, Thomas, est-ce qu'avec Thomas Ruyant, il y a eu vous avez évoqué cette hypothèse de participer à The Ocean Race ou dès le début, c'était pas à votre programme? Non, on l'a tout à fait évoqué et assez tôt, sans en faire une priorité dans notre programme des 2 années écoulées et celles en cours. On a assez vite, en fait, au retour du Vendée Globe, pris la décision que les 2 bateaux, à savoir le bateau avec lequel Thomas a remporté la Route du Rhum 2022 et la Jacques Vabre en 2021 et participé au Vendée Globe 2020 seraient au départ du Vendée Globe 2024, sachant que Thomas prend livraison de son nouveau bateau là dans quelques semaines et que on souhaitait par conséquent se focaliser sur la mise en place de ce projet-là à 2 bateaux sur le Vendée et ça laissait assez peu d'espace finalement pour vraiment bien construire une campagne Ocean Race. Alan le disait tout de suite, c'est assez engageant, ça demande du temps, ça demande des ressources humaines, des ressources financières pour bien le faire. Maintenant, on suit ça de près et pour être passé pas très très loin malgré tout de participer à l'édition actuelle, on se projette à l'avenir clairement dans l'Ocean Race. Est-ce que comme le disait Antoine Mermot ou même les organisateurs de la course, vous pensez que de 5 bateaux sur cette édition, on pourrait approcher de la dizaine sur la prochaine édition dans 4 ans, Thomas? Ouais, je sais pas quel chiffre il faut retenir, mais je suis assez, je serais pas surpris qu'on voit entre 8 et 12 équipes s'aligner au départ de la prochaine édition. Je pense que je partage ce constat que font Johan et Antoine. Ouais. Est-ce qu'à un moment, a été plus ou moins évoquée l'hypothèse de louer le bateau avec lequel Thomas vient de terminer ses 4 saisons précédentes? L'hypothèse avait été, avancée qui serait éventuellement loué à une équipe étrangère, notamment espagnole. Est-ce que ça a été le cas, de chez vous, Thomas? Oui, dans l'optique de l'Ocean Race en cours, on a effectivement eu des échanges avec un certain nombre d'autres équipes étrangères, notamment une équipe espagnole avec laquelle on n'est pas passé très loin de pouvoir aligner un projet au départ de l'édition en cours. Malheureusement, c'était relativement tardif et malheureusement ou heureusement, ça s'est pas fait. Je sais pas lequel des 2 qualificatifs est le plus approprié, mais je confirme que ça a bien été le cas. Et pour finir sur ce sujet, je vais poser la question à Alan. Est-ce que vous pensez que ceux qui vont disputer le prochain Vendée Globe et qui ont mis à l'eau leur bateau l'année dernière vont avoir un avantage du fait de leur participation à The Ocean Race? Est-ce que c'est précieux d'aller naviguer dans les mers du Sud, ce qui n'avait pas été possible pour le précédent Vendée Globe? Alan, comment tu vois ça? Ouais, je pense que là l'expérience qu'ils vont engranger à bord de leur bateau, elle est précieuse, sur plein de points. Alors ça va être le premier, déjà techniquement, d'avoir des bateaux qui seront fiables
au départ du Vendée Globe. Ça va être déjà un point très très important pour ceux qui participent à The Ocean Race. Et puis un point aussi, c'est à mon avis de où placer le curseur. Le fait qu'ils naviguent en équipage, là, ils atteignent les limites du bateau constamment, et du coup c'est très intéressant pour celui qui va naviguer en solitaire de vraiment avoir le mode d'emploi à 100% de son bateau. Donc ouais, ça va être un énorme gain de performance, ça c'est sûr. Et puis un regard sur comment les bateaux se comportent là avec les types de foils qu'ils ont actuellement, les types d'étraves qu'ils ont actuellement, parce que c'est quand même aujourd'hui un sujet de conversation très important avec nos bateaux. L'étape du Sud elle est très complexe, donc oui, ça va être vraiment un énorme pas en avant pour eux, quoi. Thomas, un petit mot sur ce sujet du curseur. Quand Alan parle de curseur, effectivement, on a eu l'impression que sur le dernier Vendée Globe, les marins, même c'était le cas, les marins découvraient un peu leur nouveau bateau dans les conditions du Sud. Là, c'est vraiment précieux d'avoir déjà découvert ces nouveaux bateaux avec effectivement les nouvelles étraves qu'on voit sur cette génération qu'on va appeler 2024. C'est toujours précieux de naviguer en équipage et d'avoir d'autres yeux que ceux du seul skipper qui participera aux courses en solo. C'est une bonne manière d'accélérer les apprentissages, la compréhension qu'on peut avoir du bateau, et très clairement ces équipages là qui font le tour du monde actuellement et dans le sud, dans des conditions de mer qu'on rencontre pas tellement le long de nos côtes, vont revenir très enrichis de compréhension de fonctionnement de leur bateau, de configuration de voile pour passer dans la mer, etc., avec une interprétation qui restera à faire de comment je réadapte ce que je viens de découvrir avec un équipage complet à un fonctionnement en solo. Mais c'est clairement très très riche. Parlons maintenant de vos projets respectifs. On va peut-être d'abord faire un petit retour en arrière sur l'année dernière. Quel bilan vous dressez l'un comme l'autre de la saison 2022? On va continuer avec toi, Thomas. J'imagine que pour vous, vu la victoire de Thomas Ruyant sur le Vendée Globe, le bilan ne peut être que très satisfaisant. Victoire sur la route du Rhum 2022, oui, il est plutôt satisfaisant. On s'était mis comme objectif de finir toutes les courses de la saison. Alors ça s'est pas forcément déroulé comme ça, puisque Thomas a abandonné sur la première sur une petite casse matérielle et qui l'a contraint à abandonner dans la Guyader Bermude-Bill. Malgré tout, sur le reste de la saison, ça s'est plutôt passé comme on le souhaitait, et en particulier le curseur route du Rhum était placé au bon endroit et parfaitement, presque parfaitement, je ne l'ai jamais, transformé par Thomas. Donc la saison 2022 pour nous elle est plutôt satisfaisante, d'autant qu'on avait un programme assez lourd. La conception, la construction d'un nouveau bateau en même temps que l'exploitation du bateau actuel, c'est toujours assez engagé sur les équipes de mener deux projets comme ça de front. Donc on est plutôt satisfait. On a l'impression vraiment que ce bateau, il est arrivé à maturité. On rappelle que c'est un bateau qui a gagné aussi la Jacques Vabre en 2021. Enchaînement Jacques Vabre, route du Rhum, c'est assez rare. C'est vraiment un bateau qui est en... Est-ce qu'on peut encore faire mieux sur ce bateau, ou il est, selon toi, vraiment arrivé à maturité? On a passé les deux saisons 2021 et 2022 dans de l'optimisation fine, et on pourrait continuer comme ça encore quelques années. Je crois que c'est un des éléments qui est assez magique dans la classe IMOCA, et on le voit au travers de la variété d'âge des bateaux qui participent aux courses, même si il y en a qui commencent à être, les bateaux de génération plus ancienne sont vraiment décalés, mais sur 2 ou 3 générations, on arrive à maintenir une forme d'homogénéité dans à compétences égales, on va dire. On arrive à garder une forme d'homogénéité dans les classements, dans les résultats. Donc ce bateau-là, on est encore sous le pied, si je puis m'exprimer ainsi. C'est un bateau qui est très bien né, et le potentiel de développement et d'optimisation qu'il peut encore recevoir est assez important.
Et de ton côté, Alan, quel est un peu le bilan que tu as fait de ton année de 2022? On rappelle que tu as, toi, pris la 21e place de cette route du Rhum. Ouais, bah moi c'est un bilan un peu moins excitant, on va dire, mais au final très intéressant parce que en fait on a récupéré donc ce fameux ancien Hugo Boss et ce qui est assez complexe, je trouve, c'est quand on récupère un bateau aussi poussé et que en fait c'est l'année de la route du Rhum, on se retrouve à faire toutes les courses et une grande partie des entraînements en mode solitaire pour apprendre à utiliser le bateau. Moi j'ai trouvé que c'est assez dur parce qu'en plus on a enchaîné, la saison a été très intense par la Guyaderne Race qui était la toute première. Et en fait, il y a eu des hauts et des bas en termes de performance. Étonnamment, la course que j'imaginais la plus critique pour moi et le bateau, parce qu'on avait beaucoup de prêts normalement d'annoncer, c'était la Vendée Arctique, les Sables d'Olonne, et au final c'est la course que je maîtrise le mieux avec le bateau. Donc voilà, il y a du bon, il y a du moins bon, et au final le bilan il est bon parce qu'en fait on termine toutes les courses, on apprend énormément sur le bateau, et puis je le disais tout à l'heure, mais on a un bateau en fait qui semble être très performant, qui l'est, mais qui a pas évolué en fait depuis sa naissance. Alex, il a fait peu de courses avec au final, et il a fait pas mal de réparations en fait pour rendre le bateau fiable, mais sans mettre le bateau au goût du jour. Donc on essaye de comprendre son utilisation pour faire des modifications au fur et à mesure des mois, des semaines pour rendre le bateau plus performant. Et après il y a aussi un gros chantier sur moi parce qu'en fait je pense que c'est comment dire, le binôme est très important. On a beau avoir le meilleur bateau du monde, si le marin il tient pas la route, voilà, hein, ça donne des performances médiocres. Donc là, voilà, gros travail depuis le retour du Rhum sur moi-même. J'ai eu l'opportunité du coup de faire le retour en mode entraînement aussi de la route du Rhum en faux solitaire. Donc c'était très intéressant d'apprendre encore à tirer dans le bateau, comment dire, des choix de voile, voilà, essayer de comprendre encore à nouveau ce bateau. Et puis là c'est préparation mentale, nutrition, sommeil, parce qu'en fait ces bateaux ils sont juste hyper dur à vivre en solitaire, quoi. C'est du non-stop, donc il faut se réinventer constamment. Et donc là voilà, il y a et un chantier sur le bateau et un chantier sur le bonhomme pour repartir de plus belle sur la Transat Jacques Vabre cette année. Bon, on va reparler notamment de ce que vous avez appelé plan d'action dans un récent communiqué de presse que vous avez envoyé. Juste, est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit aussi dur d'apprivoiser ce bateau? On rappelle que toi, tes deux précédents Vendée Globe, tu as fait le premier sur le fameux Super Bigou de Bernard Stamm, qui n'avait bien évidemment pas de foil, et le deuxième sur la Fabrique, sur lequel tu avais mis des petits foils. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit si compliqué d'apprivoiser ce bateau? En fait, je pense que je me suis un peu fait une idée du bateau, dans le sens où c'est un super bateau de portant, et en fait on a très peu navigué au portant finalement l'année dernière avant le Rhum, ce qui était une erreur, hein, parce qu'on a cherché à fiabiliser le bateau et à optimiser ses performances dans les autres allures. Et en fait dans les autres allures c'est là où il est le plus agréable à vivre. Et finalement, j'ai pas eu l'occasion vraiment d'utiliser le bateau à son fort potentiel, allure portante, dans 20 nœuds de vent, où le bateau il vole, quoi. C'est une super machine. Et c'est là où vraiment il est impossible de se reposer, quoi. Donc en fait le rythme il est dur, le bateau il enfourne, dès qu'il vole pas il est sous l'eau. Enfin voilà, donc tout ça c'est un travail qu'on a vu au fur et à mesure des navigations, et surtout au retour de la route du Rhum, quoi. Thomas, quel est toi ton regard sur ce bateau? On rappelle que c'est un bateau plan VPLP avec des grands foils lancés. Quel était un peu ton regard sur ce bateau? J'ai pas de regard spécifique en fait, hein, je le connais pas ce bateau, au-delà d'avoir observé naviguer, mais clairement c'est un bateau qui, on le sait, qui est engagé de par sa configuration de cockpit et organisation des manœuvres. Et ça déjà, ça demande, j'imagine, ça a dû demander un certain temps d'adaptation par rapport à ce que tu as connu avant, Alan. Mais non, je pense que c'est peut-être pas le bateau le plus facile à faire avancer. Maintenant, c'est une sacrée machine. On l'a vu montrer des potentiels de vitesse assez impressionnants par moment, notamment sur les premières phases du Vendée Globe en 2020.
Ouais, justement, Alan, Thomas parlait, justement de la façon de naviguer, du cockpit. C'est un cockpit complètement protégé. Toi, tu étais pas encore habitué à ce genre de cockpit sur ces précédents bateaux. Est-ce que c'est dur de s'adapter à ça ou, finalement c'est quand même, un luxe de pouvoir être bien au chaud dans son bateau? Bah en fait, c'est super agréable à naviguer tant qu'il y a des conditions vraiment, on va dire, où le bateau avance. Et par contre, ce qui est très dur, c'est quand on se retrouve dans une dorsale ou une zone anticyclonique. Enfin bref, quand il y a pas de vent, où là c'est très dur parce qu'on sent vraiment rien. Donc on sort, on essaye de comprendre d'où vient le vent, on essaye de chercher cette sensation qu'on n'a plus forcément. Mais c'est un bateau qui est très typé Vendée Globe, hein, les foils lancés, où sont situés les poids dans le bateau, tout le bateau est fait pour faire du portant et d'aller dans de la mer, quoi. Donc c'est vraiment un bateau typé très Vendée Globe. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu comment dire, il y a pas eu de on trouve un juste milieu pour faire un bateau polyvalent. Non, le point c'est gagner le Vendée Globe, il faut quoi? Il faut ce bateau, très bien. Donc voilà, c'est la philosophie d'Alex Thompson. Nous aujourd'hui, on essaie de le rendre un peu plus polyvalent parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de faire du pré, du reaching, et donc ça c'est notre zone de travail actuelle. Et le cockpit, au final, pour moi, c'est un énorme plus parce que c'est vrai que tu peux te retrouver dans des conditions musclées et puis en fait t'es à la colonne ou au winch en chaussettes et puis en caleçon parce qu'en fait t'es pas mouillé, et ça c'est un luxe qui est quand même très appréciable. Tu parlais de rendre le bateau, plus polyvalent, concrètement, comment rendre un bateau qui a été, justement, comme tu le disais, très, très typé Vendée Globe, portant dans du vent fort, plus polyvalent, plus performant, aux allures plus serrées? Bah déjà on a choisi de changer quelques voiles liées à leurs usures, hein, puisqu'elles sont d'origine sur le bateau, donc là elles ont plus de 3 ans. Donc voile plate, voilà, on a changé ces voiles-là. Ça a énormément fait évoluer le bateau, notamment sur les poids des matériaux utilisés, parce que sur une grand voile on a gagné 40 kilos, ce qui est quand même énorme. Puis après on a travaillé énormément les formes, on a retravaillé la quête du bateau là actuellement, les poids, poids du bulbe. Enfin on essaie vraiment de rendre le bateau beaucoup plus polyvalent sur des choses simples en fait à faire qui n'ont pas été faites avant, parce que Alex son cahier des charges c'était juste faire du portant. Donc le bateau était très bien pour faire du portant. Et donc là, voilà, on est vraiment en train de bosser là-dessus, là, tout cet hiver, sur la remise aussi à la jauge du goût du jour, puisqu'on a des chandeliers à changer, on a pas mal de petites choses à faire modifier sur le bateau. Mais voilà, le masse des poids, la quête, plan de voilure, et là, on sent déjà un bateau qui évolue dans le bon sens, quoi. D'accord, et est-ce que vous avez prévu à terme de changer de foil ou vous allez garder les mêmes? Bah, on va déjà essayer de mener ce bateau à 110% de son potentiel sur une transatlantique. Et puis après, on étudiera. Mais en tout cas, pour le moment, nous, on n'a pas prévu de changer les foils jusqu'au Vendée Globe, puisque c'est un bateau qui est, pour le coup, dans le sud. On sait que c'est un bateau qui va être plutôt à l'aise avec ces foils-là. Donc non, non. Puis après, c'est une question budgétaire, hein. On n'a pas un budget extensible, Ouais, bien donc sûr. voilà. Bon, parlons maintenant de la saison, 2023. Pour vous, Thomas, elle a débuté, par une annonce, hein, toute récente, celle de l'intégration du projet, Vendée Globe de Sam Goodchild au sein de l'équipe, TR Racing. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout ça s'est fait? Ça s'est fait courant de la saison, enfin tout au long de la saison 2021, avec des échanges qui se sont construits dès le mois de janvier ou février avec Sam et son partenaire historique, Letton, et dans une dynamique et une volonté qu'on a avec TR Racing, avec Thomas Ruyon et avec Alexandre Fayol, qui est le président et fondateur d'Advance, notre partenaire principal, mais aussi cofondateur de TR Racing aux côtés de Thomas, d'aller chercher dans un environnement assez dynamique, puisqu'il y a, je sais plus les compter précisément, mais il y a encore autour de 44 ou 45 projets qui souhaitent être au départ du prochain Vendée Globe. De pouvoir, nous, avec
avec un nouveau bateau pour Thomas et ce bateau-là qui a été développé, optimisé avec l'équipe. Pouvoir vraiment préparer la saison 2023 et la saison 2024 en vue du Vendée Globe dans une dynamique très axée performance. On a assez vite en fait vu en Sam qui a un palmarès assez éloquent du haut de son jeune âge, qui a navigué sur un grand nombre sur un nombre de supports assez variés, qui, quand il a monté son projet Ocean 50, s'est entouré de quelques jolies pointures du monde de la course au large et du monde du multicoque, et qui avait aussi l'envie depuis un moment d'aller sur le Vendée Globe. Donc on a assez vite ouvert des échanges avec Sam pour poser un peu ce cadre de projets synergétiques en vue du Vendée. Et le fit est plutôt et le feeling est plutôt bien passé entre tout le monde, et on a tranquillement monté ça au cours de la saison 2022. D'accord. Tu disais tout au long de la saison 2021 au départ, tu veux dire Oui, je me suis 2022? trompé, pardon, j'ai fait une erreur. C'est ça. C'est dès 2022. D'accord. Est-ce qu'il y a eu, vous avez pensé à d'autres profils que celui de Sam? Est-ce que vous avez fait une sorte de casting même, pas forcément directement un casting, mais est-ce que vous avez posé sur un papier d'autres profils ou c'est Ouais, vraiment vers on a Sam? assez vite identifié 2 ou 3 personnes et très vite convergé sur ces 2 ou 3 profils, et en l'occurrence c'est avec Sam qu'on a fait le choix qu'on a fait le choix, ou c'est avec Sam que ça s'est construit, c'est lui qui avait la disponibilité sur les saisons qui venaient et à venir, voilà. Et dès le début dans ce projet, vous aviez, la volonté de garder le 1er bateau? C'était vraiment l'idée de construire un Vendée Globe à 2 bateaux? Sortie du Vendée Globe 2020-2021, la question s'est posée de qu'est-ce qu'on fait du bateau? Est-ce qu'on le vend? Est-ce qu'on le loue? Il nous a fallu quelques semaines en fait pour identifier que c'était quand même un bateau qu'on connaissait sur le bout des doigts, qu'on voulait pouvoir, si possible, utiliser pour accélérer euh, la mise au point, l'apprentissage du futur bateau de Thomas. Et donc, on a la chance de pouvoir monter ce projet aujourd'hui, où à la fois le plan Verdier 2019, à la fois le plan Coche Finocon qui sera bientôt dévoilé, reste au sein de notre structure, et de pouvoir construire ce projet dans une dynamique très ouverte et très collaborative. Et sur ce projet, donc, Advent, c'est le partenaire du bateau de Thomas, et Layton reste le partenaire reste le partenaire titre du bateau de Sam? On dévoilera un petit peu la façon dont s'articulent les choses autour de notre projet bientôt. Ce qui est certain, c'est que on reste dans une dynamique où nos partenaires et les partenaires commerciaux et financiers de TR Racing, comme ça a été le cas avec Advance et pour le bénéfice de Linked Out sur les 3 dernières saisons, mettent en avant des partenaires d'impact. D'accord, OK, très bien. Par contre, vous aurez une seule et même équipe, j'imagine que l'équipe s'est étoffée aujourd'hui, est-ce que combien de personnes seront dédiées à ces 2 projets Ouais, chez TR Racing? l'équipe s'est bien étoffée même, puisque aujourd'hui on est un peu plus de 25 chez TR Racing. C'est aussi un des attraits de monter et d'exploiter 2 projets au sein de la même écurie. Il s'agit bien d'un montage avec une équipe qui porte 2 projets sportifs et techniques. Et il y a un certain nombre de fonctions qui sont nécessairement dédiées à chacun des bateaux. C'est important d'avoir des navires qui sont prêts à naviguer tout le temps, qui sont entretenus avec
part et les mêmes yeux tout au long de la saison, sans se couper, sans se priver du regard un petit peu externe que pourrait avoir l'homologue d'un bateau sur l'autre. Et puis il y a un certain nombre de fonctions qui sont mutualisées au sein de la structure. Je pense en particulier à toute la partie gestion de projet, la partie études et développement, et une partie de l'équipe technique qui est assez facile à maintenir fluide et malléable entre les deux programmes. Avec des nouveaux locaux à venir, hein, c'est ça? À Lorient-la-Base, vous êtes en train de construire vos locaux, c'est ça? Oui, tout à fait. On a confirmé et annoncé la construction du bâtiment dont les fondations sont posées. Les premiers murs devraient et la charpente métallique monter assez vite maintenant, au droit du K4 entre le terre-plein Papin et le quai du Pourquoi pas sur le port de pêche, qui va nous permettre d'héberger toute l'équipe et les deux projets. Pour une mise en service prévue quand? On espère prendre livraison de l'ensemble du bâtiment à l'automne. D'accord. Ça demande encore un petit peu de précision. On a un programme sportif qui est relativement dense, en particulier sur la deuxième partie de saison. Donc on verra exactement à quel moment on investit nos nouveaux locaux. Alan, quel est un peu toi ton regard extérieur sur ce projet qui est un projet ambitieux, hein? On parle effectivement d'une équipe de 25 personnes, ça commence à faire des grosses équipes. Quel est ton regard sur ce projet TR Racing et sur ce double projet pour Thomas et Sam? Bah moi je trouve que c'est très bien, c'est très intéressant, ça permet d'avoir les connaissances dans une seule équipe et donc d'avoir aussi le retour d'expérience comment dire sur les saisons précédentes en fait pour le skipper qui récupère le bateau, donc ça c'est vraiment très bien. Moi je vois que du positif, je vois un point négatif, mais ça c'est très personnel, c'est que vous auriez pu mettre un skipper moins performant s'il vous plaît, parce que là ça va pas nous aider. Il y a une prise de risque particulière quand même là-dessus. Non, je veux dire c'est un super projet et je suis très content pour Sam parce que ça fait longtemps qu'il cherche à faire un Vendée Globe, qu'il a des projets qui sont toujours très performants. C'est un marin qui vraiment qui mérite parce qu'il a toujours il a su dire non à des projets moins performants pour attendre le jour J et lancer un projet digne de ce nom. Et donc je trouve que c'est vraiment une très bonne chose pour l'équipe de Thomas Racing, Thomas Ruyant et pour Sam. Voilà, que du positif. Bon, bah, continuons avec toi, Sam, Alan, pardon. Tu disais fort du constat que tu as fait de ta saison dernière. Vous avez annoncé récemment la mise en place d'un plan d'action. Ce plan d'action, est-ce que tu peux nous le détailler? Je pense que c'est un peu l'idée, c'est de progresser un peu dans tous les domaines. Ouais. Bah là, du coup, on fait un chantier très rapide puisque là, semaine prochaine, le bateau part à l'eau. Donc du coup, on aura fait les modifications qu'on voulait faire cet hiver. Dans la foulée, on va partir au Portugal. On va aller à Cascais pendant 1 mois et demi avec le bateau pour une série d'entraînements vraiment intensifs avec coach, avec des marins de renom pour en fait nous montrer un peu le curseur de ces bateaux-là et puis avoir un vrai plan d'action sur le terme sportif sur le bateau. Donc ça c'est vraiment chouette. On va prendre aussi pas mal de voiles pour faire des essais, des voiles qu'on n'a pas à bord actuellement. Je pense à un Fro par exemple, ces voiles qui font caplage et bout dehors, qui n'existent pas sur Hublot. Donc voilà, on a vraiment envie de rentrer du Portugal avec une nouvelle étape de franchie, que ça soit sportivement, mais aussi sur le bateau. Alors on n'y va pas tout seul, hein, on est 2 bateaux sûrs à y aller et potentiellement un 3e, donc ça va créer aussi un certain engouement dans les navigations, ce qui est plutôt difficile à faire à Lorient au final. Donc c'est ça de changer d'environnement va aussi nous permettre de naviguer dans des conditions de mer plus musclées, parce qu'on sait que le long du Portugal, on atteint très vite 25 nœuds de vent avec déjà une belle houle d'Atlantique. Donc voilà, se mettre vraiment dans des conditions de large. Et puis aussi faire ces entraînements avec mon co-skipper qu'on annoncera jeudi pour la Transat Jacques Vabre.
Bon, tu vas pas nous l'annoncer en exclusivité alors? Ah non, bien essayé. Bon. Tu parlais d'aller naviguer à 2 ou 3 bateaux. Tu peux nous dire qui seront les bateaux avec toi? Et qui va un peu avec qui tu vas toi naviguer, de qui tu vas t'entourer pour t'aider justement à progresser plus vite? Bah nous il y a Tanguy Le Glatin là qui va venir avec nous pour nous coacher. Et puis après on discute avec plein d'autres marins pour qui viennent de supports aussi différents, du multicoque, des bateaux plus gros, des bateaux plus petits, un peu de tout, parce qu'en fait aujourd'hui les IMOCA, bon c'est des bateaux qui sont très particuliers, mais au final on a besoin d'un regard externe. Moi je trouve ça vraiment important d'avoir des profils différents de marins qui viennent sur le bateau pour avoir un œil vraiment différent. Donc on va essayer de faire un tournus en fait de navigants au Portugal. Et les autres bateaux, je sais pas si je peux les annoncer de qui descendra, parce que j'ai pas l'impression qu'ils aient annoncé de leur côté, mais enfin c'est des projets sérieux avec des bateaux performants, donc voilà, ça va faire du bien de se confronter à eux, mais je vais pas annoncer non plus. Bon, eh ben, on verra plus tard. Thomas, est-ce que vous aussi, l'idée d'aller faire des entraînements, au Portugal, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez également? On sait que l'hiver, c'est quand même plus agréable, d'aller, naviguer par des températures un peu plus chaudes et surtout de trouver les conditions de large dont parlait Alan. Ouais, c'est pas exclu qu'on se déplace un peu plus sud en Europe plus tard, mais un peu plus tard dans la saison. Notamment le nouveau bateau qu'on met bientôt à l'eau aura une phase de mise au point qu'on se doit un peu de conduire à Lorient, et puis derrière en fait il y a assez vite on va être à la fois dans des stages du pôle course au large de Port-la-Forêt, à la fois dans la Guyane d'Hermile, mais on se réserve la possibilité de descendre un peu plus sud, un tout petit peu plus tard, peut-être qu'Alan dans la saison. Alan, juste un mot en plus sur les personnes qui vont t'entourer. Est-ce que tu as prévu aussi de naviguer avec, l'ancien, skipper du bateau, Alex Thompson, pour, justement t'aider à mieux prendre en main ce bateau? Ouais, c'est on est en pleine discussion là sur les dates justement au Portugal de comment on gère ça, mais oui, il est prévu qu'Alex vienne quelques jours naviguer avec nous à bord, donc ça c'est chouette. Et surtout bah on aura fait évoluer le bateau depuis, donc ça va aussi bah et lui faire du changement, mais ça va permettre d'avoir un avis aussi différent sur le bateau. Donc on est très content. On regarde ce qui vient pour le convoyage départ de Lorient jusqu'à Cascais, parce que c'est quand même pour moi faire naviguer Alex, bah il faut du large. C'est un marin qui aime le large, qui aime le vent. Donc ce serait vraiment de pouvoir avoir les conditions, on va dire idéales, mais surtout qu'il puisse me montrer son curseur sur son ancien bateau, quoi. Ça ce serait vraiment génial. Dans ton fameux plan d'action, tu parlais aussi de préparation mentale, de préparation physique. Tu as ressenti le besoin aussi de travailler, d'autres aspects que la navigation et que la technique pure? Ouais, complètement. J'ai depuis le retour du Rhum. Alors déjà l'année dernière, je voyais et je vois toujours une psychologue qui est aussi, on va dire une partie coach mental. Et puis là du coup l'envie d'évoluer encore plus et plus vite est venue. Donc il y a un deuxième coach mental qui lui est vraiment sur la prise de confiance personnelle, parce que c'est vrai que moi j'ai un peu de peine à avoir confiance en moi, c'est toujours très délicat. Et puis à côté de ça, donc il y a un nutritionniste et puis un médecin du sommeil. Donc en fait avec ces quatre coachs là, ça me permet d'évoluer, de changer complètement ma manière de vivre, même dans la vie de tous les jours, hein, parce que je mange plus la même chose, parce que je dors plus pareil, parce que mais en tout cas voilà, c'est vraiment de se dire ok, j'ai un bateau performant, qu'est-ce qu'il faut pour réussir à le manier. Bon, ça va être de la préparation surtout mentale au final, parce qu'il faut prendre des bonnes décisions au bon moment, parce que le physique c'est des bateaux qui sont oui, ils sont physiques, mais pas forcément plus qu'avant. Donc la préparation elle a peu évolué, on va dire, au fur et à mesure des années en fonction des bateaux. Mais c'est plus le côté mental et sommeil, moi je trouve qui est très difficile. Donc là, il y a un gros travail qui est fait là depuis quelques mois et j'ai hâte du coup de mettre ça en action sur l'eau. Thomas, est-ce que tous ces aspects dont parle Alan, vous les prenez en compte aussi chez TR Racing? Est-ce que Thomas, lui aussi, a un coach mental, un nutritionniste, j'imagine coach physique forcément?
Je pense que c'est des sujets qui sont tous aussi importants les uns que les autres. Après, chacun les traite un peu en fonction de ce qui, enfin du besoin qu'il exprime. Donc, ouais, c'est forcément des expertises qui sont soit utilisées, soit des questionnements qu'il faut avoir régulièrement. Et ce qui est vraiment important, c'est de calibrer le support spécifiquement sur là on estime qu'on en a besoin, et ça c'est des choses qui sont souvent assez personnelles. Mais l'accompagnement en général et la préparation d'un sportif, elle passe par l'ensemble des déclinaisons de l'ensemble des activités qu'Alan vient de décrire. Un petit mot maintenant, Thomas, on va parler du nouveau bateau, hein, qui est attendu. Tu vas peut-être nous dire exactement la date de mise à l'eau. Quelle est la date de mise à l'eau prévue? Le bateau ira à l'eau le 16 mars. Le 16 mars, donc dans 2 semaines. Raconte-nous un petit peu la fin de construction. Vous en êtes où exactement? J'imagine que si c'est le 16 mars, la phase de peinture doit être terminée. Quels sont un peu à date, où en est je sais pas, tu nous diras peut-être pas comment il va s'appeler, mais où en est celui que vous baptisez pour l'instant Advance 2? Il est très proche d'aller à l'eau, puisque le 16 mars c'est quasiment demain. Et comme toutes les phases de fin de chantier, il est en installation de l'ensemble des systèmes qui sont embarqués à bord, aussi bien mécaniques qu'électroniques ou autres. Donc voilà, c'est des périodes d'activité qui sont assez denses. C'est une petite fourmilière le bateau, et trouver la bonne articulation de dépose de l'ensemble des pièces et des systèmes et des circuits qui se chevauchent et qui se croisent. C'est l'activité du moment. Vous avez fait le choix pour ce bateau, alors que vous aviez un plan Verdier qui a donné quand même largement satisfaction de faire appel à une nouvelle équipe architecturale, hein. On rappelle que c'est Antoine Coche avec lequel vous travailliez déjà sur le projet précédent, et le cabinet Finocon qui ont dessiné ce bateau avec, j'imagine, votre bureau d'études. Pourquoi ce choix? Le choix, il s'est fait assez naturellement de se porter sur Antoine et le design team qui est construit autour de lui, et du cabinet Finocon et de notre bureau d'études, notamment parce que tu le soulignais, Axel, Antoine a participé à tous les développements du plan Verdier actuel, de la saison 2019 à celle-ci, à la saison 2022. Donc, c'est un bateau qui connaît bien, et il avait une lecture et des inputs qui étaient assez et une analyse du bateau sur lequel a navigué Thomas ces dernières saisons, pour aussi avoir fait la Transat Jacques Vabre avec Thomas en 2019, je le rappelle, qui était assez fine sur les points forts et les points faibles du bateau. Il a aussi une expérience avant celle-là, hein, qui est conséquente, avec Gitana, avec d'autres équipes et d'autres projets dont lui-même a été le skipper. Donc non, on trouvait que cette lecture-là était importante, et on souhaitait pouvoir poursuivre la relation avec Antoine pour ça. Et puis aussi la dimension design team et ressources venues un peu d'horizons divers, construites autour d'Antoine et du cabinet Finocon, qui est une démarche finalement assez ouverte en termes de partage de savoir pour construire et concevoir un nouveau bateau, qui nous parlait beaucoup. Ouais. Bon, à l'arrivée, on a vu à quoi ressemblera votre carène, hein, parce que si je ne me trompe pas, ça sera strictement la même que celle du bateau Paprec Arkea, le bateau de Johan Richaume qui a été mis à l'eau la semaine dernière à Lorient. Est-ce que ces deux bateaux alors d'après ce que disait Antoine Coche dans une interview qu'on a faite récemment sur Tip & Shaft, toute la partie effectivement carène est très proche. En revanche, la partie cockpit, ergonomie est très différente. C'est là-dessus qu'il y a des différences majeures entre les deux bateaux, ou si tu devais jouer au jeu des 7 différences entre les deux? Ouais, c'est sans doute pas la seule, mais oui, Ouais, pas c'est ça, j'imagine. sans doute pas la seule, mais c'en est une, et une importante. Et d'avoir un cockpit et des manœuvres qui sont conçues à la main
du skipper, c'est important. Et évidemment, je pense que Johan et Thomas ont déjà en premier lieu pas tout à fait le même gabarit, et je pense pas forcément la même façon de voir la gestion de leur manœuvre, du fait de leur gabarit. Ne serait-ce que ça, c'est un point clé qui a une incidence particulière sur le layout d'un cockpit, par exemple. Bien sûr. Et comment justement vous avez travaillé en parallèle avec l'équipe après Karkia? Est-ce que vous avez un petit peu collaboré sur ce projet ou parce que les deux bateaux se construisaient en plus en même temps dans deux chantiers différents, ou est-ce que les deux projets étaient très étanches? Non, il y a quelques. Non, enfin, globalement, c'est plutôt c'est deux démarches construites un peu différemment. Lancées, déjà, nous, on lance le programme dès le mois de mars-avril 2021, un peu en amont, enfin 3 à 4 mois en amont d'Arkia, d'à peu près Karkia et Johan. Donc, Antoine a dans l'interview que tu as pu en faire, assez bien décrit la démarche et toute la philosophie qu'il y a derrière la carène et l'architecture générale du bateau. Et en fait, d'échanges sur la suite pendant la conception de systèmes et la construction du bateau, la construction des bateaux. Il y en a eu quelques-uns de temps à autre. Il y a eu des partages d'outillage quand c'était pertinent. Enfin, ça c'est plutôt fait, on va dire, de manière assez fluide et ouverte quand c'était possible. Alan, quel est un peu toi ton regard extérieur sur ces nouveaux bateaux? J'imagine que tu as vu je sais pas si tu étais à Lorient la semaine dernière au moment de la mise à l'eau de Paprec Karkia, ou en tout cas tu as sûrement dû voir des images. On a eu du coup pas mal de nouveaux plans qui ont été mis à l'eau aussi, plan VPLP pour Boris Herman l'année dernière. On attend le futur Apivia. On a eu le plan Sam Manoir de Jérémy Bayou. Quel est un peu ton regard un peu sur ce foisonnement architectural et sur ces nouvelles carènes? Oh bah c'est toujours hyper intéressant de voir les évolutions des bateaux, de voir les différences de forme de carène, de largeur, de plan de pont. On sent que chaque archi a vraiment sa petite touche. Fino, ça fait quand même depuis 2007-2008 qu'ils n'avaient pas redessiné un IMOCA. Donc voilà, moi j'ai navigué pendant 4 ans sur un Fino, donc je connais très bien l'équipe et leur dessin. Donc voilà, c'est des super bateaux. Donc voilà, ça. Moi j'attendais depuis un bout de temps. De voir un Fino remis à l'eau, on en voit un, j'attends le deuxième maintenant. Et non, quand on voit les différences d'architecture, c'est vraiment très intéressant en fait, parce que finalement on se rend compte que à l'œil, les feuilles, on n'a pas une énorme différence dans cette génération de bateaux. Pourtant on a quand même pas mal. Après c'est vraiment les choix de chaque marin, quoi. Moi je suis vraiment impressionné sur les différences de plan de pont de chacun. J'ai l'impression que à l'époque on construisait un bateau qui était polyvalent pour tout type de marin, et qu'aujourd'hui les bateaux sont vraiment très très typés pour la personne qui va naviguer dessus. Et ça rend des bateaux vraiment différents les uns des autres. Et du coup c'est très intéressant de passer du temps à les regarder, à les observer. C'est pas de l'espionnage, mais c'est vraiment plus de la curiosité sur quel est le mode de fonctionnement du marin à bord. Et moi c'est ce qui m'intéresse presque plus que les plans, enfin que les dessins de carène ou de forme ou de longueur de safran, ou voilà, ça c'est fait, mais je trouve que ouais, on voit vraiment une évolution, je trouve, en termes de développement des équipes, qui était peut-être pas le cas avant en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les équipes en interne, qui connaissent bien les skippers, qui ont étudié leurs précédents bateaux, et qui du coup travaillent aussi avec le bureau d'architecte qui dessine le bateau, et qui permettent en fait de mettre ces données-là sur le nouveau plan. Et ça, je trouve ça vraiment très très intéressant, et c'est ça que je retiens le plus.
Bon, messieurs, le temps passe. Je vais devoir vous libérer parce que vous avez des journées chargées en perspective. Un dernier mot, peut-être, Thomas. On a largement évoqué le sujet avec l'affaire entre guillemets Clarisse versus Bank Pop ces dernières semaines, mais Sam Goodchild va être concerné lui aussi par cette course aux 1000, même si en courant The Ocean Race, il marque des 1000. Est-ce que c'est un sujet, tu parlais tout à l'heure de 40-45 projets sur le prochain Vendée Globe. Est-ce que c'est un sujet qui vous inquiète au sein de TR Racing? Bon, Alan, toi, t'es pas concerné parce que t'as marqué déjà beaucoup de 1000. Thomas, Thomas est aussi, Thomas a un bateau neuf, donc il sera pas forcément concerné. Mais est-ce que pour Sam, c'est un sujet qui vous inquiète, Thomas? Pas d'inquiétude particulière. Après, c'est clairement la participation de Sam à l'Ocean Race s'inscrit dans la nécessité d'engranger les 1000 plutôt en vue de sa qualification pour le Vendée Globe. Il n'y a pas que ça, il faut aussi prendre le départ d'un certain nombre de courses en solitaire, notamment une en 2023 et en 2024. Il faut les finir. C'est le lot de tout le monde. Ça reste un sport océanique mais mécanique, avec de potentiels aléas, des classes, des abandons, etc. Donc, il faut pouvoir maximiser ses chances d'être au départ. Le dispositif de sélection, il est clair depuis la publication de l'avis de course du Vendée Globe et la qualification de Sam, elle est évidemment suspendue à non seulement participer à cette Ocean Race, mais aussi participer à l'ensemble des courses du championnat IMOCA, des IMOCA Globe Series, et finir les courses en solo. Et c'est le lot de tous les candidats. Bon, donc rendez-vous pour vous avec les deux bateaux sur la ligne de départ de la Guyadère Bermude-Mille, c'est ça? Absolument. Bon, avec Alan comme concurrent. Alan, toi, toi aussi, ta rentrée, ta saison débute du côté de Brest? Ouais, carrément. On fera partie de tous les événements là. On fait toutes les courses de la saison. Donc la première à Brest. Et ça va être chouette. Ça va être chouette. Hâte de se confronter à nouveau. Bon, merci beaucoup. Il y a ta fille qui t'attend pour aller sur les pistes. Alan, bonne journée à la montagne. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir pris le temps dans ton agenda très chargé. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le 109e épisode de Pause Report. Messieurs, bonne journée. Merci, à bientôt. À bientôt, bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!